iPad pliable. Le jour, c'est aujourd'hui. Samsung perd la bataille du haut de gamme. WhatsApp, meilleur message. 39 340 $ pour un vieil iPhone. Mardi 18 octobre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 259. Bonjour à toutes et à tous. Le retour du pliable, en bonne place parmi les hypothétiques projets d'Apple, tout comme la voiture et les lunettes. Eh bien, cet iPhone pliable serait précédé dans 2 ans d'un iPad pliable, selon CCS Insight, qui chaque année publie un rapport avec ses prédictions sur les tendances et de futurs produits. Sur CNBC, Ben Wood, le responsable de la veille technologique, a expliqué que faire un iPhone pliable pour Apple aujourd'hui n'aurait pas de sens et serait beaucoup trop risqué. Et puis il faudrait qu'il soit horriblement cher pour ne pas cannibaliser les autres iPhones. Il croit donc qu'Apple va probablement d'abord goûter l'eau du bout de l'orteil avec un iPad pliable en 2024. Ça te semble plausible, Fabrice ? Alors déjà, j'aurais envie de dire que si un jour on a un iPad pliable, il sera pas cher non plus. Il va être très très cher également. D'un point de vue usage, on en avait parlé dans iWeek, même si Samsung, dont on va reparler après, a déjà lancé plusieurs modèles. Ils sont effectivement eux aussi très chers. Et a priori, la part de marché pas très grande. Ça n'a pas encore fait la démonstration de son intérêt véritable. Pour un iPad, moi ça me plairait plus parce que j'ai l'impression que ce serait plus efficace. C'est déjà un produit un peu grand, c'est pas fait pour être mis dans une poche. Et si on a besoin d'un écran un peu plus grand, on pourrait le déplier, le dérouler, faire ce qu'on veut. Ça aurait pas mal de sens. Ça me rappelle aussi qu'au début, Steve Jobs avait dit ça dans une interview, que l'interface qu'on connaît aujourd'hui, l'interface tactile, avait été faite pour une tablette. Et puis il avait rangé ça en disant mais non, mais en fait on va faire un téléphone d'abord, ce sera beaucoup plus intéressant, et peut-être que ça va se reproduire avec l'iPad pliable du coup, pour faire un test sur un marché un peu plus petit peut-être, et qui permettrait d'atteindre des prix plus élevés. On le pressentait dans la quotidienne d'hier lundi, les nouveaux iPad, iPad 10, iPad Pro M2, c'est pour aujourd'hui, c'est en tout cas ce qu'a précisé Mark Gurman dans un tweet hier soir, j'ouvre les guillemets, au cas où vous n'auriez pas compris le sens de « dans les jours qui viennent », le lancement est prévu demain, je ferme les guillemets, et demain c'est donc aujourd'hui mardi, Fabrice, et si vous écoutez cet épisode après, 17h heure française, ce lancement il aura peut-être même déjà eu lieu. Alors peut-être 19h, hein, si c'est l'heure des keynotes, on verra bien. Alors du coup, les nouveaux iPad, donc iPad Pro M2 et puis peut-être un iPad 10, donc peut-être avec cette hypothétique encore au moment où on enregistre port USB-C. Ça impliquerait aussi la sortie d'iPadOS 16.1. Dont je ne crois pas qu'on ait encore vu la release candidate, donc je suis un petit peu étonné en fait. C'est le seul doute que j'ai sur la sortie de ces iPads, et un communiqué de presse pour dire qu'ils vont sortir bientôt, ça me paraît très bizarre aussi. Donc c'est le petit doute que j'ai à l'heure où on enregistre. Et donc réponse probablement en fin de journée, avec ou sans info. Exactement. Samsung pourrait avancer le lancement de son Galaxy S23 en début d'année prochaine à cause de la trop forte concurrence de la gamme iPhone 14. Samsung, dont la division mobile perd du terrain face à Apple selon le Daily Korea, et qui ne représenterait plus bientôt que 20% du chiffre d'affaires du géant coréen, un niveau historiquement faible. Il faut dire, Fabrice, que Samsung vend essentiellement des téléphones à très faible marge, contrairement à Apple. Alors effectivement, Apple n'a pas d'entrée de gamme, n'a pas non plus de milieu de gamme. Apple ne fait que du haut de gamme, et maintenant même du très haut de gamme vu les prix qui augmentent en tout cas en Europe. Apple a toujours dit, de toute façon, c'était déjà le cas quand on parlait des netbook computers. Steve Jobs, allez, parlons encore de lui, avait dit mais nous on sait pas faire de... Il avait peut-être même dit de la merde ou quelque chose comme ça. Oui, je crois qu'il avait dit ça, oui. Donc ils veulent pas faire des téléphones d'entrée de gamme qui ont quand même un intérêt certain pour une très grande partie de la population partout dans le monde, parce que tout le monde a pas les moyens de se payer des iPhones à $1000 et plus.
C'est vrai que, en tout cas, la stratégie d'Apple fait que quand on pense à un smartphone haut de gamme, on pense Apple, on pense pas aux autres. Donc c'est vraiment très difficile. Là, l'effet d'Apple sur le marché est vrai, ils sont vraiment très forts. C'est-à-dire que puisqu'ils ne font que du haut de gamme, quand on pense haut de gamme, on pense Apple. Point. C'est vraiment très dur pour les autres. On va pas les plaindre non plus, mais en termes de stratégie marketing, Apple ils sont trop forts comme d'habitude. WhatsApp est plus confidentiel et plus sûr qu'e-message. C'est Mark Zuckerberg en personne qui l'écrit dans un post sur son compte Instagram, à côté d'un visuel où on trouve une bulle verte, celle des SMS, une bulle bleue, celle des e-messages d'Apple, et une bulle blanche avec la mention bulle privée. Le fondateur de Facebook, qui a racheté WhatsApp en 2014 pour près de 20 milliards de dollars, met en avant le chiffrement de bout en bout à la fois sur iPhone et Android, y compris pour les discussions de groupe. Il cite aussi le chiffrement de bout en bout des archives de messages, en terminant par autant de fonctions qu'e-message n'a toujours pas. Est-ce qu'il dit vrai, Mark Zuckerberg, Fabrice ? Eh ben oui, c'est bien sûr qu'il dit vrai, c'est ça qui est très intéressant. Pour une fois. Alors je sais pas si c'est pour une fois, mais en tout cas là c'est quand même très clair et autant qu'on sache c'est tout à fait vrai. Déjà donc un des avantages de WhatsApp comme de Telegram ou des autres, c'est que comme ça marche sur Android et sur iPhone, on n'a pas le problème de bulle verte et de bulle bleue que en gros les vrais gens ne comprennent pas. Moi je passe mon temps à expliquer ça aux vrais gens. Pourquoi c'est vert, c'est bleu, puis ils retiennent pas, donc ça a pas de sens. Il y a plus de fonctions dans WhatsApp et aussi dans les autres. J'insiste un peu sur les autres parce que Zuckerberg ne va parler que de son produit, mais les autres font un peu pareil et ont plus de fonctions qu'e-message. Et puis le chiffrement de bout en bout, c'est très important aussi. C'est un peu un choix d'Apple, c'est-à-dire que on peut activer, il me semble que c'est toujours pas activé par défaut, la sauvegarde de ces messages, e-messages sur iCloud, mais sur iCloud, ils ne sont pas chiffrés. Ça veut dire que si le FBI demande à Apple d'avoir accès à un certain nombre des messages de gens sur commission rogatoire, on dirait en français, Apple va répondre en disant les voilà. Voilà. Et quand c'est chiffré de bout en bout, on ne peut pas, donc Facebook et Telegram, etc., ne peuvent pas donner les messages. C'est aussi un choix de la part d'Apple pour faciliter si on le rattrapage de ces messages si on oublie son mot de passe. C'est un compromis à trouver qui est pas toujours facile. Donc oui, il dit vrai, et je trouve moi que la position d'e-message s'affaiblit quand même d'année en année parce que Apple reste planté sur ses positions, à ne pas vouloir l'ouvrir à d'autres plateformes, et je trouve ça bien dommage. Et comment tu comprends cette stratégie de Zuckerberg d'attaquer Apple sur ce point-là ? Parce qu'il faut attaquer là où ça fait mal, et puis ça permet aussi de changer un petit peu de sujet, parce qu'on a parlé de beaucoup de MetaQuest et de réalité virtuelle, et personne là pour le coup n'est vraiment convaincu encore. Donc, comme par hasard, j'ai envie de dire, quelques jours après la présentation du MetaQuest Pro, qui coûte millions de dollars, qui coûte très cher, et que personne n'est convaincu, tiens, on va changer de sujet et on va essayer de parler de quelque chose qui est plus à notre avantage. On dirait qu'il y a un peu de ça. 39 340 $, c'est le montant final auquel a été adjugé cet iPhone de 2007 dont nous vous parlions la semaine dernière. Un modèle de 8 Go sans aucune autre particularité que d'être encore sous cellophane et de ne pas avoir été sorti de sa boîte. C'est plus que ce qui était prévu, Fabrice. C'est absolument incompréhensible en ce qui me concerne pour un appareil qui donc techniquement n'a aucun intérêt et historiquement non plus. C'est à l'inverse, par exemple, on a aussi évoqué le Mac SE qui a appartenu à Steve Jobs et qui est aussi vendu aux enchères et qui lui a cette particularité de ne pas avoir été remis à zéro. Donc il y a des données qui ont été manipulées par Steve Jobs. Donc là on peut comprendre l'intérêt pas forcément historique mais au moins émotionnel d'une machine qui a été manipulée par Steve Jobs avec des données qu'il a vues de ses propres yeux, alors que là rien. C'est absolument incompréhensible. Pour moi ça me fait penser au NFT. Quelqu'un a dû confondre ça avec un NFT et donc il va acheter ça près de $40 000 et un jour il pourra le revendre $2, ça va lui faire une belle jambe.
Et un dernier mot pour vous inviter à suivre la quotidienne iWeek. En d'autres termes, abonnez-vous au podcast. Vous êtes très nombreux à nous écouter chaque jour, merci. Mais la moitié d'entre vous n'êtes pas encore abonnés. On vous rappelle que c'est gratuit, qu'il suffit d'un clic sur votre plateforme de podcast préférée pour ne plus rater aucun épisode. Alors, abonnez-vous. La quotidienne iWeek. On revient demain.